miam miam. Ok. Tu vois, tu les appelles, ils obéissent tout de suite. Tiens, on leur donne un peu à manger. Des Eh graines. bien, bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver dans la Vienne. Ah bah oui, c'est sympa. Avec qui on est là, Sanson? Avec les Saïmuris. C'est sympa, ils veulent pas qu'on dise bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux capacités de tous ces animaux, justement, les singes, les crocodiles, les oiseaux. Vous allez voir, c'est une émission riche. Et très sympa, hein. Ah, on s'en Ça commence bien d'ailleurs, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, sommaire. À tout de suite. Le coup du hibou, l'estomac du crocodile, les remèdes des singes pharmaciens. Sandrine et Elodie enquêtent sur les incroyables secrets de ces animaux étonnants. Et pour cela, elles se rendent dans 3 grands parcs animaliers de la Vienne. À la planète des crocodiles, Elodie participera au nourrissage des crocodiles qui peuvent tout manger, ou presque. Et dans son estomac, les cailloux vont pouvoir l'aider à digérer. Pratique. Pratique. À Chauvigny, près de Poitiers, au parc des Géants du Ciel, Sandrine rejoindra Simon Fauconnier et lui dira tout sur les plumes et leurs fonctions. Et c'est ces fameuses plumes qui lui permettent à lui de planer. Ah, c'est comme ça qu'il arrive à Très rester comme longuement, ça ouais. dans les airs. Puis Sandrine et Elodie se retrouveront à la planète des crocodiles pour en apprendre davantage sur la carapace des tortues. Le mâle s'est creusé et la femelle s'est bien plat. C'est pour qu'il puisse s'emboîter lors de la reproduction. Et voilà. Enfin, à la vallée des singes, Sandrine s'intéressera aux primates qui n'ont pas fini de nous surprendre. Certains font preuve d'une étonnante capacité, ils utilisent les plantes pour se soigner. Notre balade dans la Vienne débute à la vallée des singes à Romagne. Le parc abrite plus de 450 espèces. Certaines vivent au sol, d'autres sont arboricoles et vivent dans les arbres. Chacun a sa place dans la forêt. Jean-Pascal, nous voici devant une belle famille de gorilles, un beau groupe avec un mâle incroyable, Yaoundé. Alors aujourd'hui, on va parler de la place qu'ont les singes dans la forêt. On peut s'apercevoir que les gorilles sont au sol. Alors les gorilles vivent au sol, alors, ils savent grimper, ils peuvent grimper. Alors évidemment, un dos argenté de 200-250 kg peut monter beaucoup moins haut qu'une femelle ou que les jeunes. Mais leur étage de prédilection, c'est vraiment le sol. C'est là qu'ils vont consommer leur nourriture. Ouais. Après, la nuit, dans la nature, les femelles et les jeunes vont construire des nids dans les arbres et le mâle va dormir généralement au pied de ces arbres pour être le premier à être là s'il y a un prédateur par exemple. Ouais. Ensuite, ici, dans cet enclos, on peut s'apercevoir qu'il y a des colobes qui sont, eux, dans les arbres. Voilà. Les colobes, en fait, c'est des singes qui sont vraiment arboricoles. Alors eux aussi, ils peuvent descendre au sol. Oui. Mais leur étage, à eux, c'est vraiment la canopée. La canopée, c'est la cime des arbres. C'est là que se trouve leur nourriture. Parce que ces colobes, les colobes guérésas, sont des singes qui sont folivores. C'est-à-dire des singes qui vont se nourrir de feuilles. Donc les gorilles au sol, les colobes plutôt en haut des arbres. Et il y a des singes aussi qui se retrouvent au centre, au milieu. On a des petits singes qui sont des cercopithèques. Et eux vont occuper plutôt l'étage moyen de la forêt. Parce que eux, leur nourriture, elle est très variée. Ce sont des petits singes omnivores, principalement frugivores, mais ils sont capables de manger des insectes, des végétaux, des fruits, des graines, des fleurs, des petits animaux. Retrouvés au centre de la forêt. En fait, au milieu, c'est là où ça les rend plus mobiles en fait, pour aller chercher au sol ou à la canopée ce dont ils ont besoin. Ah oui, voilà. ils sont au centre parce que comme ça ils peuvent monter ou descendre ça. au sol. Du coup, la cohabitation se passe très bien parce que chacun a finalement son territoire. C'est ça, finalement, même s'ils partagent l'enclos ici, eh bien, ils vont vivre chacun un étage différent de l'enclos, donc ils peuvent tout à fait cohabiter, il n'y a pas de compétition entre eux. Comment ils surveillent? Yaoundé. Fais la tête. Pas très accueillant quand même. Hein. Donc les singes vivent à différents étages dans la forêt et dans les arbres. Est-ce que ça a un lien aussi avec leur morphologie? Alors, il peut y avoir un lien avec la morphologie, mais alors, qu'est-ce qui est le premier? C'est comme la poule et l'œuf, quoi. Est-ce qu'ils sont gros parce qu'ils trouvent leur nourriture au sol et que du coup, ils n'ont plus besoin d'être légers pour monter dans les arbres? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont gros et lourds qu'ils ne montent plus? Voilà, ça c'est difficile. Mais par exemple, voilà. les gibbons de très grands bras, donc ils sont adaptés finalement à leur, ils se sont adaptés à leur milieu de vie. Complètement. Les gibbons, s'ils ont cette morphologie, c'est aussi parce qu'ils ont choisi cette locomotion-là. C'est-à-dire qu'eux, c'est la brachiation. Donc ils se déplacent en se balançant leurs bras, attraper les branches. Donc il y a plein de facteurs. Il n'y a pas que l'alimentation, la prédation, la locomotion. Tout ça, c'est une conjonction de facteurs. Donc les gorilles, oui, ils sont gros parce qu'ils n'ont plus besoin de grimper. Et trouvent la nourriture ici. Voilà. Les singes qui doivent monter sont souvent de plus petite taille. Quand on observe les singes, on peut voir souvent qu'ils ont une longue queue. Ça, ce sont les singes qui sont vraiment adaptés aux arbres.
La queue, oui, effectivement, elle sert de balancier, elle sert à équilibrer les déplacements dans les arbres, mais on a aussi des singes terrestres qui peuvent avoir des longues queues et qui équilibrent aussi les déplacements lors des courses, par exemple. On se dit, Voilà. tiens, ceux-là, ils vont dans les arbres, et ben non. Non, bah non, il y a des pièges. C'est leur mode de vie, finalement, qui les amène à vivre en haut, au milieu et au sol. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va appeler des niches écologiques. C'est-à-dire que l'animal va s'adapter à son milieu, il s'adapte à une végétation particulière qui pousse à un certain endroit, donc chacun trouve sa place. Et c'est l'équilibre qui se crée. C'est pour ça que la biodiversité elle est très importante à protéger, parce que dès qu'on enlève une espèce qui disparaît parce qu'on la chasse ou parce qu'on la prive de sa nourriture, en coupant la forêt par exemple, on déséquilibre complètement ces équilibres qui sont en place depuis des millénaires maintenant et qui font qu'on a cette planète-là aussi variée et aussi riche. Reprenons la route direction la planète des crocodiles près de Poitiers avec Elodie. Véritable nettoyeur de la nature, le crocodile possède l'appareil digestif le plus acide du monde animal. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. N'approchez plus. Nanana, et les voilà. Ben, salut les gars, ça va? C'est des mâles ou des femelles? Alors là, on a les deux. On a mâles et femelles. D'accord. Les mâles, on peut dire que sont les plus gros. Les femelles sont les plus petites. Tous ces crocodiles approchent. On va s'occuper d'eux en leur donnant des morceaux de poulet, car on va s'intéresser à la digestion. Les crocodiles peuvent manger n'importe quoi. Ce sont des charognards, ils ressemblent un peu aux vautours dans la nature, sauf qu'ils ne digèrent pas la kératine, c'est-à-dire les ongles. Voilà, ils ne digèrent pas ça. Par contre, tout le reste, ils vont le digérer. C'est incroyable quand même, ces crocodiles. C'est actuellement le charognard le plus efficace au monde. Il l'est encore plus que le vautour, car grâce à son estomac très particulier, eh bien, le crocodile peut digérer même une proie qui est complètement pourrie et pleine de bactéries, et ça sans tomber malade. Ah ça, c'est sympa ça. Et lui, il va mettre quelques jours, voire quelques mois à digérer, non? Dans l'idéal, quand la température est suffisamment élevée, en 3-4 jours, toute leur proie va être dissous grâce à leur suc gastrique qui est très puissant. On va leur donner des petits morceaux de poulet parce que je pense qu'ils ont faim. On va voir justement comment ils font pour attraper la nourriture. On va voir ça ensemble. Tu vas m'aider? Allez, allez! Allez! J'ai un peu là, hein, quand même. Waouh! Eh, dis-moi, il y en a un énorme là. Ça, c'est une vieille femelle, elle a 30 ans. Donc par rapport aux autres, elle est bien plus âgée. Hein. Et là, on a un mâle de 15 ans qui arrive. Tiens, mamie. Ouh! Ah ouais, c'est vivace, hein. Voilà, donc la mamie, elle vient de gober son poulet. Alors, comment elle fait, elle, parce que nous, on est obligé de mâcher, on a la salive et tout ça. La digestion, chez nous, elle commence directement quand on mâche. Le crocodile, sa digestion est entièrement dans l'estomac. Ils ont une adaptation qui fait que leur estomac produit des sucs gastriques qui sont très puissants, qui vont leur permettre de digérer entièrement leur proie, la chair et les os. Chez eux, c'est très acide. C'est très acide. En fait, contrairement à nous, les hommes, le sang qui va être riche en dioxyde de carbone ne va pas être renvoyé vers les poumons pour être oxygéné. Chez le crocodile, le sang riche en dioxyde de carbone est envoyé vers l'estomac, ce qui va permettre de sécréter ces sucs gastriques très puissants. Et alors, est-ce qu'il est vrai qu'il avale des pierres pour pouvoir casser les os? Alors, il est vrai qu'il a, comme les oiseaux, un estomac avec des parois qui sont très musclées. Et du coup, ces parois musclées et épaisses vont lui permettre d'avaler des cailloux. Et dans son estomac, les cailloux vont pouvoir l'aider à digérer. Et du coup, ils peuvent jeûner pendant 1 an, ces crocodiles. Exactement. Comment ça se fait, ça? Eh bien, puisque eux ne chauffent pas leur corps, ils ne dépensent aucune énergie au quotidien. Donc, pas besoin de manger pour récupérer de l'énergie. Pratique. Pratique. La nature est bien faite. Très bien fait. C'est un prédateur, ça on le sait, mais c'est surtout un animal qui est opportuniste. Il va chasser à l'affût, c'est-à-dire qu'il reste immobile dans l'eau et il va attendre patiemment qu'une proie passe à sa portée. Et il ne sait jamais dans la nature quand va se présenter sa prochaine proie. Ça peut être au bout de quelques jours, comme au bout de plusieurs mois. Chaque crocodile qui mange va ensuite rester 1 semaine, voire 2 semaines sans manger. D'ailleurs, regarde, tu peux en voir qu'ils ne viennent pas se nourrir. Les animaux n'ont pas faim. Bon bah Joanne, on va les laisser tranquillement terminer, hein. D'accord, pas de soucis. Allez, salut les crocos. À bientôt. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Et voilà. Et voilà, on a le chanteur Christophe Grassard. Notre aventure se poursuit à Chauvigny, dans les vestiges du château des évêques. Ici se déroule le spectacle des géants du ciel. Tous les oiseaux ont des plumes, certaines espèces peuvent même en avoir plus de 25 000. Si elles facilitent évidemment le vol, elles ont bien d'autres atouts. Hop, Justin. Waouh, vous avez vu un peu?
Cet oiseau, c'est un vautour fauve. Est-ce que vous avez vu ce plumage, ses ailes, ses plumes? Elles sont incroyables. Il est impressionnant. Hein. Il est beau. Hein. Ah ouais, il est génial. Et combien d'envergure? Il fait environ 2,60 m, 2,80 m, lui. Waouh. Attention à tes doigts. Ah ouais, parce qu'il a un bec... C'est des oiseaux qui sont sympathiques, mais il a quand même le bec hyper tranchant. Ouais. Tu vois, on voit bien ces grandes rémiges. C'est les plumes qu'il a au bout des ailes, en fait, qui sont sa main. Et c'est ces fameuses plumes qui lui permettent à lui de planer. Ah, c'est comme ça qu'il arrive à Très rester comme longuement, ça dans ouais. les airs. Ah ouais. Ça limite en fait les turbulences et ça stabilise. Et les plumes qui sont au niveau de la queue, ça leur sert à quoi? Ça leur sert de gouvernail. Ouais. C'est ce qui permet en fait de les diriger, de donner un mouvement pour aller un peu à gauche, à droite. Il n'y a pas que les ailes. Il faut vraiment qu'il ait ce gouvernail qui lui permet de le diriger, même à l'atterrissage et au freinage, quoi. Et alors, les autres plumes, elles servent à quoi? À séduire? Ah oui, chez les rapaces, on le voit moins que chez certaines espèces où ils font des parades amoureuses avec leur plumage. Mais évidemment, un beau plumage va plus séduire sa femelle et inversement qu'un plumage qui est souillé. Elle l'isole aussi du froid, C'est ce que ou j'allais de la dire. chaleur. Voilà, ça leur Elles ont sert un de rôle. thermorégulation. Absolument, ouais, exactement. Regardez les deux qui Attention à arrivent. vous, attention à toi Sandrine. Et quand ils arrivent, c'est hyper impressionnant. Alors ils ont aussi une particularité, on le voit, ils ont une collerette. Et elle leur sert de bavoir, si tu veux. Comme ils rentrent la tête profondément dans les carcasses, cette collerette leur permet de ne pas souiller tout le reste des autres plumes. Parce qu'à partir du moment où les plumes sont souillées, évidemment, ils volent mal. Il faut qu'il garde son plumage propre. Un oiseau qui a un plumage souillé, c'est un oiseau qui peut vite être condamné dans la nature parce qu'il ne peut plus voler. Ah oui, donc c'est important. c'est C'est très pour ça les qu'ils plumes, se c'est nettoient essentiel. souvent aussi. Exactement. Et on peut réparer aussi les ailes des oiseaux. Ça peut arriver pour X raisons que la plume s'abîme mais avant la mue. Et dans ce cas-là, on la répare. Et on peut la réparer là aujourd'hui? Tu peux me Et je montrer? peux te montrer sur un oiseau, un milan par exemple, pour Ouais. comment réparer une plume. On y va? D'accord. Allez. Bien. Parce que toi. Ils sont contents. Mais je vois ça, ils vous avez assez s'amusent. vu, Hein. les amis. Allez, vous rentrez maintenant. On va réparer les plumes du milan noir. Et pour les réparer, voilà, il faut lui mettre un petit drap sur la tête pour pas qu'il ait peur. Exactement, comme un chaperon. Tu vas pouvoir le confier à Sandrine, David. Alors, comment je le Donc, prends? il faut que tu lui expliques d'abord. Et là, l'idée, c'est que tu te le mettes posé sur toi, comme ça. Ouais. Et là, tu le refermes. Comme ça, tu vois, j'ai accès à toute À sa ses queue. plumes. Il s'est cassé quelques plumes à la queue. Ce qu'on appelle Ah le oui, balai oui, chez là, on l'oiseau. voit bien, là. Et là, il y en a deux qui se sont cassés. Donc là, on va passer à la phase réparation. D'accord. Donc, quand il est dans la nature, les plumes, ils les perdent. Il Il perd. mue. Est-ce que ça lui demande beaucoup d'énergie? C'est beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il ne le fait jamais pendant une période de reproduction ou de migration. Donc toi, du coup, tu lui répares, comme ça lui évite d'attendre Voilà, la mue. ça lui évite et puis ça lui permet de voler, d'avoir toujours son gouvernail et de faire toujours ses prouesses aériennes. J'utilise ou de la corde à piano ou ça, c'est de la fibre de verre. Il y a des fois, on ne peut pas la réparer parce que c'est trop haut. Là, en l'occurrence, tu vois, où elle a été cassée, on peut la réparer sans problème. Et on l'a retrouvée puisqu'il était en volière et c'est ces deux-là qui se sont cassés. Donc ce qu'il faut, c'est recouper la petite partie qui est un peu abîmée. Et ça lui fait, Ah, ça lui fait pas mal? c'est totalement indolore, c'est comme des ongles. En fait, c'est ce qu'on appelle le rachis. Et insérer la fibre de verre que je vais glisser à l'intérieur. En fait, tu je reconstitues recolle. le rachis, Voilà, finalement. exactement. Donc là, tu lui mets de la glu. Ben oui. Qu'il n'aura jamais en contact, évidemment, avec sa peau, puisque je viens Sur la l'insérer plume. dans le rachis. Dans le rachis. Ni vu ni connu, on a une nouvelle plume. Ni vu ni connu, ça va. Et là, il va pouvoir revoler tout de suite ou pas du tout? Non, je vais le laisser se remettre de ses émotions. Il va Ouais. prendre un bain, il va se relisser justement les plumes parce qu'on lui a un petit peu souillé. Et puis on peut le relâcher même d'ici 1 heure. Et il essaie de me choper la cuisse. Il fait pas mal, Non, tu me dis. Hein. ouais. De retour près de Poitiers, à la planète des crocodiles. Sandrine a rejoint Élodie pour la pesée des tortues. C'est à mon tour de me peser. 42 kilos. Pas mal. Tu rajoutes 15 kilos. Comment ça, 15 kilos? Ça va pas ou quoi? Toi, t'es pas bien lourde, hein? Elle marche pas, cette balance. Tiens, son sang, on va peser lui, là. Alors, attends. Combien tu fais, toi? Hop 5 kg 500. La puce électronique, Alors, qui est cet individu? voilà. 64,07. 64,07. James Voilà, Bond. je l'ai. Donc On a tu m'as dit affaire qu'il à pesait qui, là combien? Je sais plus. 5,5 kg. 5. On enlève 100 grammes de ça. Voilà, donc 5,4 kg. 5,4 kg. Eh bien, elle a encore grossi. Elle a pris 100 grammes depuis 2 mois.
Mais elles ont besoin de manger pour bien grossir, se développer et faire grandir leur carapace. Exactement. Pour ça qu'il leur faut une alimentation qui est riche en calcium pour que leur carapace puisse bien s'épanouir. D'ailleurs, leur carapace est fait en kératine. Attends, je vais Alors, voir. kératine au-dessus et de l'os en dessous. Ah, on dirait pas comme ça que c'est comme nos ongles et nos cheveux, là. La touche, c'est très sec. Mais là, quand on la touche, elle sent. Oui, c'est très sensible. Il y a des terminaisons nerveuses qui sont sur la carapace de l'animal. Ouais. Et c'est un organe à part entière de la tortue. C'est une belle protection, sa carapace, hein, Ah ouais, quand même. Hein. ça lui sert vraiment à se protéger et aussi pour ne pas être vue. Ça leur sert à se camoufler. Oui, parce qu'elle rentre vraiment... Alors elles peuvent se rentrer et puis surtout peuvent passer inaperçues. Mais comment elles font pour rentrer leur tête? Il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur La place est très comprimée. Leur colonne vertébrale va se mettre en S finalement. pour laisser la place à la tête. Pour laisser la place à la tête. Et ensuite, les pattes avant, qui ont des écailles qui sont très dures, viennent bloquer l'entrée de la carapace pour ne pas être agressé. Ah oui. Mais alors, quel animal aurait la capacité quand même de faire mal à une tortue, finalement, avec ses dents? Alors là, à cette taille-là, plus aucun. Par contre, quand elles sont bébés, la carapace est molle. Ah oui, et là, ça laisse place elle à est beaucoup de vulnérable. prédateurs. Et quand on regarde la carapace d'une tortue, on voit qu'il y a des formes en fait au-dessus. Bon, elle est étoilée, hein, Voilà. c'est sa Il y a des particularité. stries en fait. Et voilà, ça correspond à quoi exactement? Alors, certains disent que ça correspond à l'âge. Oui. Mais c'est pas fiable à 100%, Ah bon? puisqu'en grandissant, certains stries peuvent s'effacer. C'est quand même sa carte d'identité, finalement, sa Ah oui, carapace. oui, le dessous de sa carapace, il y a un dessin qui va être unique à chaque animal. Ah oui, d'accord. Et là, on peut voir que c'est un mâle. Parce qu'elle a un trou. Parce Ici, que c'est creusé. voilà, le mâle s'est creusé et la femelle c'est bien plat. C'est pour qu'il puisse s'emboîter lors de la reproduction. Et voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît le mâle de la femelle. La femelle c'est s'emboîte. plat. Oh, j'ai touché la femelle. Son sexe. Et toutes les tortues ont la même carapace, parce qu'il y a des tortues de mer, il y a des tortues... Alors, enfin, énormément mer, de variétés terre. de carapaces. On a donc des carapaces qui vont être très dures comme celle-ci, d'autres carapaces qui ont un cuir, comme certaines tortues d'eau, par exemple les tortues à nid de cochon. Et la On a tortue une- alligator? Et la tortue alligator, elle, c'est un prédateur. Du coup, elle ne va pas pouvoir rentrer dans sa carapace. Et beaucoup de tortues aquatiques prédatrices ne vont pas rentrer entièrement dans leur carapace. Et si elles abîment leur carapace, est-ce que la carapace va se reformer naturellement ou pas du tout? Alors, il faut voir ça un peu comme une fracture ouverte chez l'homme. Une fracture ouverte, finalement, ça va être très douloureux pour nous et c'est aussi une porte d'entrée pour des bactéries. Donc, une petite fracture, on peut se soigner. Elle, c'est pareil. Une grosse fracture de la carapace, les bactéries vont rentrer, l'animal va mourir. Dans la nature, hein. Ah oui. En captivité, on arrive peut à la réparer. reformer. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Il y a reproduction là. Ouais, on parle des tortues, hein, c'est pas Joanne qui nous fait tourner la tête. on est d'accord, attention. La séduction là avec les tortues, c'est chaud, on rigole pas là. Au château des évêques à Chauvigny, la troupe des géants du ciel présente de nombreuses espèces d'oiseaux, comme les rapaces nocturnes. Ces animaux ont la particularité de faire une rotation de la tête à 270 degrés, alors que l'homme arrive péniblement à seulement 90 degrés. Regardez comme ces nocturnes sont beaux. Ce sont deux hiboux. Alors on a le hibou de Sibérie et on a le hibou à face blanche africain. Africain. C'est bien ça, Simon? Absolument. Donc là, on va s'intéresser en fait à leur tête, parce que ces oiseaux ont la possibilité de tourner la tête à 270 degrés. Ah oui, Comment c'est unique. possible? Déjà, par principe, en fait, ils compensent parce que les rapaces nocturnes, comme tu vois, ils ont les yeux qui sont totalement fixes dans les orbites. Ouais, alors nous, on les bouge comme ça, de droite Absolument. à gauche, pas eux. Ils n'ont Peuvent pas la pas. possibilité. Impossible. Et donc, nous, on a 7 vertèbres cervicales D'accord. et eux en ont 12, tout simplement. Ils ont 14 vertèbres, ce qui leur permet justement de pouvoir tourner la tête. Et alors justement, est-ce que le fait qu'ils puissent tourner la tête comme ça les aide pour chasser la nuit? Ben, et ça leur permet effectivement de pouvoir se tourner, de Ouais, de surveiller voir un comme peu ça. à droite à gauche. Et ils compensent aussi parce qu'ils ont une ouïe qui est hyper développée. Avec Sol, Atma. Tu veux voler, hein? Eh ben, Montrer tu comme attendras, tu es tu verras tout à belle. l'heure. Donc là, on a des hiboux, mais les chouettes, c'est exactement pareil. Hein. Ils ont la même façon de tourner la tête. Hein. Oui. Là, on a des hiboux parce qu'ils ont des aigrettes sur la tête. Et les Exactement. chouettes, elles ont la tête ronde. Hein. Ouais. C'est ça? Et les chouettes n'ont pas ces petites aigrettes qui sont souvent, selon l'humeur de l'oiseau, ou plaquées Oui. ou totalement Mais dressées. c'est pas ses oreilles. Hein. Mais c'est pas ses oreilles. Et par rapport aux diurnes, donc ceux qui vivent le jour comme les buses ou les aigles, enfin les autres, eux, ils n'ont pas la capacité de tourner cette tête comme Ils la chez les nocturnes. tournent plus que nous à 90, mais pas autant que les rapaces nocturnes. Et ce sont les seuls animaux, les seuls oiseaux à pouvoir tourner la tête de cette façon?
Pour la tourner autant, ouais. Ouais. C'est propre aux hiboux et aux chouettes. Et aux chouettes. C'est-à-dire qu'en fait, eux, quand ils vont chasser, ils vont tourner la tête, écouter, voir. Et une fois qu'ils sont en vol, ils tournent encore cette tête ou pas? Non, à partir du moment où ils ont fixé leur objectif, Oui. qui est souvent la proie, Ouais. donc ils en dévient plus, quoi. Bon, bah super, on n'a plus qu'à faire un peu d'entraînement comme eux, et puis peut-être qu'on y arrivera un jour, non, à tourner la tête? Ouais, il faut vraiment faire du sport. On va vraiment faire du sport. Bah, merci beaucoup, en Merci tout cas, à toi. Simon. Je t'en prie. Et merci à eux. Hein. Retrouvons maintenant Sandrine à la Vallée des Singes. Elle va s'intéresser à une étonnante capacité de nos cousins les primates, celle de trouver dans leur environnement des remèdes naturels. Je suis bien entourée, hein. Ce sont de petits saïmiris. Et si je suis avec eux, c'est parce qu'on va parler des plantes. Parce qu'avec cette plante, eh bien, ils arrivent à se soigner, comme on peut le faire nous aussi, hein, avec la phytothérapie. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Jean-Pascal. Regardez, il est là. T'es notre jardinier aujourd'hui? Oui. Alors, on retrouve ici plusieurs plantes pour nos singes. Oui, tout à fait. On a mis en place ce genre de petit jardin à la fois aromatique et médicinal. On a planté différents végétaux. La joie, de la menthe, voilà, il y a de la menthe, du du thym, romarin. du romarin, il y a du millepertuis, il y a de la lavande. Ça a plusieurs fonctions. C'est-à-dire que on sait que les singes utilisent les plantes pour pouvoir se soigner ou soulager des maux divers. Donc on a voulu illustrer ça. Ouais. On a voulu leur permettre de le faire aussi, donc avec différentes plantes. Les plantes ont des vertus, mais lesquelles? Par exemple, le romarin, ballonnement. Pas très glamour, mais... Non, mais ça peut arriver, c'est vrai. Voilà, elles peuvent être dérangées d'un point de vue digestif. Donc, voilà, elles peuvent tout à fait venir essayer de prendre un peu de romarin. On voit que le thym, c'est bon contre la toux. On en a d'autres aussi qui vont aider à une meilleure circulation. Donc voilà, on a mis une petite variété comme ça de plantes qui ont différentes vertus. Elles ont le choix. Alors quand on se balade, on va se balader un petit peu. Hein. Donc on retrouve la menthe sauvage, la menthe qui a une odeur de citron, de Voilà, citronnelle. il y a une menthe citronnée, ouais. Et puis on va trouver d'autres plantes. On a par exemple le gaillet gratteron, il y en a un petit peu ici, il y en a beaucoup plus encore là-bas. Et ça, c'est une plante qu'on va retrouver en Afrique et les grands singes vont souvent l'utiliser. Ils vont confectionner une sorte de boule comme ça Ouais. et ils vont l'avaler. Sans la mâcher en fait. Et avec tous les petits poils là, qui se collent dans les vêtements ou les poils, en fait ces petits poils vont racler le tube digestif et vont les débarrasser des parasites. Ah, génial. Et on a vu aussi des mamans qui forçaient leurs petits à avaler ce type de plantes et vermifuger ainsi leurs enfants aussi dans le milieu naturel. Donc ils se servent vraiment des plantes pour leurs petits bobos. Hein, et... Ouais, complètement, mais exactement comme nous, on a des médicaments en phytothérapie avec du lierre, de l'aubépine, etc. Les singes vont aussi l'utiliser. C'est très important hein, d'observer nos singes, les singes qu'on retrouve dans la nature, parce que ça va être important aussi pour nous soigner. Bah, les forêts tropicales, elles sont un vrai réservoir de plantes médicinales. Il y a une grande partie des plantes qu'on n'a pas encore découvertes et qu'on n'a pas encore étudiées. Donc si la forêt disparaît, on peut parfois se priver de médicaments très importants. Et la forêt disparaît à très grande vitesse. La déforestation, elle continue sous l'effet de l'homme. Mais par exemple, le Muséum d'histoire naturelle étudie les chimpanzés en Afrique parce qu'ils ont vu consommer certaines plantes qui ont un effet anti-paludisme. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce que le paludisme, c'est une des maladies les plus ravageuses sur la planète. Donc il faut observer ces singes, il faut voir ce qu'ils mangent. Il faut vraiment les étudier, vraiment préserver leur forêt complètement. Notre balade se termine à la planète des crocodiles avec Elodie. Contrairement à l'homme, les crocodiles ne possèdent pas de chromosomes sexuels. La détermination du sexe de l'embryon va dépendre d'un facteur environnemental. Saviez-vous que chez les crocodiles, le sexe peut se déterminer avec la température? Alors, si l'œuf évolue entre 28 et 30 degrés, cela donnera des femelles. Et s'il évolue entre 30 et 32, cela donnera des mâles. Et c'est exact. Je confirme. Au tout début de l'incubation de l'œuf, durant les 3 premières semaines, la température va influer sur le développement soit des testicules si c'est un mâle, soit des ovaires si c'est une femelle. L'incubation, c'est quoi exactement? Alors l'incubation, c'est la durée durant laquelle le bébé, qu'on appelle l'embryon, va se développer dans son œuf avant d'éclore. Donc en fait, en captivité, c'est vous qui déterminez le sexe des crocodiles selon les échanges que vous avez à faire entre parcs. Exactement, c'est ça. On va avoir plusieurs incubateurs. Avec différentes chaires dans chaque incubateur. Comme ça, on peut sortir soit des mâles, soit des femelles en fonction des demandes. Et dans la nature, ça se passe comment? Alors la nature est très bien faite, puisque quand la femelle pond ses œufs, ceux qui sont situés au sommet du nid, qui auront plus de chaleur forcément, seront les mâles, et ceux en dessous seront les femelles. Donc ça, c'est logique par rapport à la température qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est logique. Et quand les petits vont sortir, ils vont déjà se synchroniser à la sortie. Les petits dans l'œuf vont faire un bruit qu'on appelle le vagissement, ça fait «
Ah, très bien fait, Johan. Très belle imitation. Ah, très belle imitation. Les petits vont tous faire ce bruit dans l'œuf. Hein. Ça a donc 2 rôles. Le premier, se synchroniser à sortir. En gros, ça veut dire on y va les gars, à 3, c'est parti. Ils ont une dent, hein, comme les oiseaux. Alors, ils ont hein. une petite dent là, au bout du nez qui va leur servir à percer l'œuf. Mais certains n'ont pas avoir cette dent assez bien développée. Du coup, ce cri va aussi permettre à la femelle de venir aider ses petits à sortir de leur nid. Dans la nature, ce sont les mâles qui sont situés en haut. Oui. Donc ce sont eux qui vont sortir en premier. Exactement. Et ce sont eux, malheureusement, qui vont se faire manger par les prédateurs. Oui. Mais il y a un Pourquoi rôle. Il y a un rôle. Parce que dans la nature, les mâles vont avoir un territoire sur lequel ils vont créer un harem de femelles. Donc un groupe de femelles avec lesquelles ils vont se reproduire. Le harem peut aller de 10 à 20 femelles en fonction de la taille du mâle. Et du coup, il faut que dans la nature, bien sûr, il y ait plus de femelles que de mâles. Donc puisque les mâles sont les premiers à sortir du nid, sont aussi les premiers à se faire manger par les très nombreux prédateurs qui attendent les jeunes crocodiles. Et après, ça laisse les femelles sortir. Et du coup, la mère sera là pour prendre ces femelles dans sa gueule, et souvent quelques mâles aussi, et les emmener jusqu'à un point d'eau qu'elle estime calme. Et après, la femelle reste avec ses bébés sur le dos durant presque 1 an. Qui sont les prédateurs? Alors quand ils sont jeunes, ça va être des poissons, des mammifères carnivores, des oiseaux, des reptiles, parfois même d'autres crocodiles. Ah oui. Et au bout de 4-5 ans, la plupart de ces prédateurs vont se transformer en proie. Et au bout d'environ 12 ans, ils n'ont plus que des proies et aucun prédateur. La chaîne alimentaire. Exactement. Ils sont quand même très très forts, ces crocodiles. Oh, hein. oui. Merci, Johan. Mais de rien. Et bien voilà, notre émission touche à sa fin. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet c8.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures, sur les animaux de la 8. bye bye. Je te présente les animaux de la 8. Regarde la caméra là. Coucou! Salut, ça te plaît pas? Ils ont compensé en ayant cette particulier d'avoir... Oui. Eh ben, Atma. À la queue le. À la queue le. À la queue le.